Messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous aujourd'hui. Bienvenue dans le dossier de la rédaction, ce magazine que vous suivez sur l'actualité, les grands sujets d'actualité qui émaillent l'histoire, le quotidien de la République démocratique du Congo. Et ce soir, nous allons parler de deux grands sujets qui sont d'actualité, justement, l'affaire Scott Campbell. Vous savez que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié récemment un rapport sur les exactions commises sur le territoire congolais. Voilà, le numéro 1 de ce bureau a été déclaré persona non grata au lendemain de la publication de ces données par le gouvernement congolais. Nous allons parler ce soir. La deuxième question d'actualité concerne la liberté provisoire des 4 accusés dans l'affaire CPI contre Jean-Pierre Bemba concernant la subornation des témoins. Parmi ces 4 suspects, il y a Fidel Babala, député MLC, qui a été, comme vous le savez, transféré il y a plusieurs mois de cela déjà à La Haye. Nous allons en parler avec quelqu'un qui n'est plus à présenter, sénateur, ancien ministre des Affaires étrangères, ambassadeur, spécialiste des questions de droits de l'homme, et j'en passe. Léonard Chéo Kitundu est notre invité ce soir. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu dans le dossier de la rédaction. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nous allons commencer par l'affaire Scott Campbell, qui agite bien sûr tous les médias, qui émaille l'actualité ces derniers jours en République démocratique du Congo. Il faut le dire que le contenu, là où le bas blesse, c'est quand on parle de l'opération Likofi qui a fait en son temps couler beaucoup d'encre et de salive. Le ministre de l'Intérieur a même été interpellé à ce sujet au Parlement et a reconnu, on pourrait le dire, que des bavures avaient été commises par quelques personnels de la police. Alors qu'est-ce qui choque dans ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme aujourd'hui? Non, je ne pense pas du tout que ce soit le contenu même du rapport qui est mis en cause. Ici, il s'agit du comportement d'un individu, quand bien même il serait le responsable du bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme. Il faut quand même rappeler que les bureaux du haut-commissaire aux droits de l'homme ne sont pas installés dans tous les pays. Si ce bureau a été installé en République démocratique du Congo, c'est avec l'accord du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il faut vraiment qu'on se mette d'accord là-dessus. Et il y a un accord des sièges qui régit les relations entre le bureau du haut-commissaire et le gouvernement de la République. Alors, nous devons nous référer au contenu de cet accord des sièges pour voir de quelle manière le responsable du bureau du haut-commissaire exerce sa mission ici, en République démocratique du Congo. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est pas tellement... Alors, ici, je crois que c'est le goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne suis pas au gouvernement, donc je ne peux pas apprécier, mais en tout cas, j'en sais quelque chose parce que il y a environ 1 année et demie, nous-mêmes, nous sommes allés nous plaindre au bureau du prédécesseur de Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'époque. Et nous avons attiré l'attention du représentant spécial du secrétaire général sur le fait que la manière dont Scott Campbell travaille ici en République démocratique du Congo n'est pas compatible avec l'accord des sièges que nous avons signé avec le bureau du haut-commissaire. Est-ce que le gouvernement congolais veut laisser entendre que ces rapports devraient lui faire plaisir? Non, c'est pas ça. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est ici sur mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, toujours accompagné, il faudrait dire, cet effort du gouvernement dans la recherche du respect des droits de l'homme, mais surtout soutient également le système judiciaire de la RDC. Ce n'est pas le premier rapport que le bureau du commissaire a rendu. Et le bureau du haut-commissaire est ici chez nous depuis environ 15 ans. Et il n'y a eu aucun problème jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, et si on en arrive à déclarer cette personne non grata, c'est justement parce que justement nous estimons qu'il ne remplit plus sa mission conformément à l'accord des sièges. Il faut rappeler, l'accord des sièges, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'accord des sièges, c'est un mandat qui a été défini par la résolution de l'Assemblée générale, je crois que c'est la résolution 48-141. Quel est le mandat qui a été défini pour le bureau? C'est justement veiller au respect et principe des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le pays. Et pour ça,
le bureau du haut-commissaire assiste et conseille le gouvernement sur les stratégies, les programmes et même les mesures à prendre pour promouvoir les droits de l'homme et les protéger. Ça, c'est ce qu'il faut bien savoir. Et dans l'exercice de sa mission, il établit aussi des rapports. C'est la question aussi, c'est ce qu'on appelle les rapports analytiques. Il y a eu un autre rapport d'ailleurs sur le M23, les exactions commises exactement, sur le M23. Le rapport analytique à l'intention du haut-commissaire, qui lui-même peut le transférer à l'Assemblée générale des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme à Genève, ou même au secrétaire général des Nations unies. Ça, c'est une chose. Et ces rapports sont destinés aussi à la publication, mais avant de les publier, on le soumet au gouvernement et ces rapports ne peuvent pas être publiés sans les observations du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il faut dire qu'une mouture a été proposée le 2 juin dernier au gouvernement. C'est le problème. Voilà. Alors on ne peut pas le publier sans les observations du gouvernement. Ça, c'est une chose qu'il faut apprendre. Et puis, le bureau du haut-commissaire aussi est aussi un centre de dialogue et des consultations pour tous les services concernés par les droits de l'homme. Et il travaille en coordination avec le gouvernement de la République. Et ce travail se fait tout en respectant les principes des Nations unies, qui sont la transparence, l'objectivité, l'indépendance. Tout en respectant ces principes, le responsable du bureau du haut-commissaire exerce sa mission en toute discrétion. C'est important de le rappeler. Il y a beaucoup, parce que j'entends, il y a un tohu-bohu dans cette affaire, alors on mélange tout et rien, et on n'arrive plus à comprendre. La publication a eu lieu, c'est peut-être cette réaction du gouvernement jugée excessive par certains observateurs. C'est l'accumulation des bévues commises par l'intéressé. Et comme l'a très bien dit le porte-parole du gouvernement... De quoi l'accuse-t-on exactement? On sanctionne le comportement. Mais c'est justement pour cela. Il faut respecter ce que je viens de dire maintenant. Là. Par exemple, ce rapport-là, a-t-il été soumis au gouvernement? A-t-on obtenu les observations du gouvernement pour le faire? Ici, ce que nous avons remarqué dans le comportement de Scott Campbell, je pense comme il provient des organisations non gouvernementales, il se comporte en dénonciateur du gouvernement et non pas en interlocuteur du gouvernement pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Est-ce qu'on doit donner raison aux observateurs qui pensent qu'aujourd'hui le gouvernement a quelque chose à cacher? Pas du tout, justement. Et justement ne veut pas mettre sur la place publique, évidemment, toutes ces bavures on n'a rien à cacher. De sanctionner. C'est la manière. Vous savez, quand vous publiez le rapport et que vous avez aussi les observations faites par le gouvernement, ça prend une autre affaire parce qu'il y a deux sons de cloche. Et on arrive à bien comprendre ce qui s'est passé réellement. Alors, vous ne pouvez pas, comme ça, ne pas respecter le mandat qui régit votre travail ici en République démocratique du Congo et commencer à se comporter comme bon vous semble. Alors là, ça prend une autre dimension. Nous ne pouvons pas accepter. Je tiens vraiment à faire une mise au point là-dessus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas. Je crois que mentalement, il faut qu'on comprenne. La République démocratique du Congo n'est pas sous tutelle. La République démocratique du Congo est une république indépendante, est une république souveraine. Et chaque fois qu'il y a peut-être lieu de partager cette souveraineté dans le cadre de certains traités que nous signons avec les organisations internationales ou avec d'autres pays, des Nations Unies, tout à fait. Alors là, ok. Mais il faut qu'on se rappelle que le Congo, quand même, est une république souveraine. Alors j'entends, il y a beaucoup de gens qui demandent à d'autres pays de nous donner des leçons ou nous rappeler comme si la souveraineté était limitée. Mais ces pays-là, de quel droit ils s'ingèrent dans les affaires de la République démocratique? La RDC, comme vous venez de le dire, est quand même membre des Nations Unies. Lambert Mende parle de décision d'autorité quant à l'expulsion de Scott Campbell, annoncée par le ministre de l'Intérieur. Il faut dire que c'est un fonctionnaire des Nations Unies qui est déclaré persona non grata, alors que Ban Ki-moon, secrétaire général, rappelle par exemple que la charte exige qu'un fonctionnaire ne soit ni menacé ni sanctionné pour avoir fait son travail. Est-ce que la République démocratique du Congo remet en question le mandat de la MONUSCO qui accompagne depuis ce processus de paix? On ne sanctionne pas Scott Campbell pour avoir fait son travail. Bien au contraire, c'est d'avoir pas respecté les termes du mandat qui définit le rôle du bureau du haut-commissaire des droits de l'homme, ici, à la République démocratique du Congo. C'est complètement différent. Je dois aussi vous rappeler, vous savez, les Nations Unies, c'est une organisation intergouvernementale.
On doit respecter le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et un fonctionnaire des Nations Unies... le gouvernement de faillir à ses obligations en la matière. Pas du tout. Un fonctionnaire des Nations Unies, ici en République démocratique du Congo, a même le statut de diplomate. Et dans ce statut de diplomate, le diplomate est d'abord tenu à l'obligation de réserve et de retenue. C'est très important de le rappeler. Vous comprenez? Même aujourd'hui, avec tout le respect que je dois au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Mais écoutez, il n'est ici qu'avec l'agrément de la RDC. Il ne faut pas oublier cela. Et qu'à tout moment, on aurait pu refuser son agrément. Et à tout moment, tout étranger qui est ici, quelque diplomate soit-il, si le gouvernement estime que cette personne ne peut plus résider dans notre pays, nous avons le pouvoir de lui demander de quitter le territoire. Et là aussi, c'est très important de le rappeler, on n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Donc ça, c'est très important. Alors ici, on ne sanctionne pas le bureau du haut-commissaire. Je tiens à le rappeler. C'est l'individu qui pose problème. C'est l'individu et son comportement. Il n'est pas ici dans une ONG, il est dans une organisation intergouvernementale qui doit respecter le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il doit agir dans le respect du mandat défini par l'Assemblée générale des Nations Unies et conformément à l'accord de siège que nous avons signé avec ce bureau. Alors, si s'écarte de ça, alors à ce moment-là, le Congo doit en tirer les conséquences. Au lendemain de la décision du gouvernement, plusieurs réactions enregistrées. D'abord, le haut-commissaire aux droits de l'homme, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, lui-même s'est exprimé sur la question. Il y a eu une signature par plus de 80 ONG des droits de l'homme qui apportent leur soutien à Scott Campbell. On note aussi justement la déclaration dont on parle de Ban Ki-moon qui condamne la décision du gouvernement, qui demande quand même, qui exhorte le gouvernement à revenir sur cette décision, sur l'expulsion de ce fonctionnaire des Nations Unies et qui lui exprime d'ailleurs sa pleine confiance. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'engager là dans un bras de fer entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies? Et avant même de réagir, il fallait entendre le gouvernement de la République démocratique du Congo et qu'on connaisse les raisons pour lesquelles on voudrait à tout prix que cette personne quitte le territoire de la République démocratique du Congo. Ici, comme là on a très bien expliqué, et il a été mis en garde à plusieurs reprises. Moi, je vous dis, moi-même, on est allé à l'époque, parce que je suis très intéressé par ces questions de droits de l'homme. Je suis au Sénat et je suis en contact permanent avec tous les organismes des Nations Unies qui travaillent pour les droits de l'homme. Dernièrement, on vient d'ailleurs, dans le cadre de l'Union interparlementaire du Maroc, on a effectivement parler de la coopération entre les instituts nationaux des droits de l'homme et le Parlement. Donc, et c'est pour ça que nous sommes allés avertir le représentant spécial du secrétaire général sur la manière dont se comporte. Mais il faut l'entendre des fois. Sur RFI, vous ouvrez la radio périphérique et vous l'entendez en train de critiquer sévèrement et le gouvernement et deux fois même le président de la République. C'est quand même terrible. La communauté internationale qui observe réagit pourtant assez violemment. On a une masse de réactions, on pourrait le dire. L'Union européenne, je rajoute, ainsi que les USA. Washington a dit clairement, s'est dit préoccupé face à cette situation. On demande au gouvernement de revenir sur sa décision, de revoir sa décision. Mais c'est ce que je vous dis. Nous n'avons pas, je ne pense pas que le gouvernement ait pris cette décision à la légère. C'est après une appréciation. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui nous permettent de dire... aucune raison de faire volte-face. Pas du tout. Je pense que je ne vois pas, je ne suis pas au gouvernement, mais je ne pense pas du tout que le gouvernement va revenir là-dessus, parce que moi-même, j'ai vécu cela. Et je peux vous témoigner, c'est l'ancien ministre des droits de l'homme qui vous parle, j'étais moi-même dans la société civile pour la question des droits de l'homme, et je ne peux pas admettre du tout le comportement de Campbell ici. Il n'était pas dans une ONG, il était dans un organisme intergouvernemental. Par conséquent, il devrait respecter le contenu de l'accord de siège. Il faut que même les ONG qui protestent maintenant lisent l'accord de siège, qui lie la République démocratique du Congo et le bureau du haut-commissaire. Cet accord doit être... C'est ça qui effectivement détermine le mandat du bureau du haut-commissaire ici en République démocratique du Congo, et ce mandat doit être strictement observé. Faute de quoi, alors à ce moment-là, on va en tirer les conséquences. C'est ce que fait le gouvernement actuellement. Alors, ce que nous demandons aux Nations Unies, ce n'est pas de protester contre l'expulsion de l'intéressé ou même qu'il soit déclaré non grata, mais de nous désigner une autre personne qui remplirait sa mission. Pleine confiance. Voilà. Et en outre, il demande également au gouvernement de prendre des mesures d'urgence en ce qui concerne les autres fonctionnaires concernés dans l'affaire qui recevraient des menaces non, je ne pense par rapport à leur travail. Pas du tout. Mais écoutez, le bureau du haut-commissaire existe dans le pays depuis très longtemps. Il n'y a jamais eu de problème.
pourquoi il y aurait des problèmes seulement maintenant? Une question qui fâche. Non, pas du tout. Je vous dis, on sent que la tension est quand même au rendez-vous. Si les autres se sentent menacés, alors j'ai l'impression qu'ils veulent peut-être se comporter de la même manière que Scott Campbell. Alors s'ils le font, ils vont en tirer les conséquences. Mais pour l'instant, il n'y a aucun problème. Le bureau du commissaire reste en République démocratique du Congo. Ce que nous demandons aux Nations Unies, c'est qu'on désigne une autre personne qui remplirait sa mission conformément au mandat et tel que aussi fixé dans l'accord de siège que nous avons signé. Est-ce que la RDC ne serait pas passible de sanctions, par exemple? Est-ce que ce n'est pas une piste à entrevoir? Non, à tort, mais nous allons nous défendre. Quelles sanctions sur quoi? Je ne pense pas du tout. Il faut qu'on comprenne. Alors, quand j'entends même certains ministres des Affaires étrangères dans des pays étrangers, et que vous disent, sans même avoir entendu le gouvernement, alors on ne fait confiance qu'à celui qui a été, à qui on a demandé de partir. Mais c'est quand même un peu trop. C'est comme si, effectivement, ce gouvernement était sous tutelle. Et ça, nous ne pouvons pas accepter du tout. Est-ce que la solution ne serait pas, par exemple, puisqu'on a exhorté le gouvernement à se lancer dans des investigations par rapport aux allégations portées dans ce rapport, est-ce que la solution ne serait pas par là aller faire des enquêtes et venir prouver le contraire? Mais on ne refuse pas cela. C'est ce que je vous dis. Sanctionner. C'est ce que je vous dis. Avant de publier les rapports, vous demandez au gouvernement de faire ses observations. Et c'est cela, ce que dit l'accord de siège. Le gouvernement fait ses observations. Maintenant que le rapport est publié, est-ce que c'est une piste que le gouvernement ne devrait pas explorer? Mais écoutez, le gouvernement prendra ses responsabilités. Sanctions, Bien entendu. Écoutez, s'il y a des faits réels qui ont été commis, ces faits méritent sanction. Peut-être la meilleure méthode pour se dédouaner? Mais non, pas du tout. On ne se dédouane pas. Et il ne faut vraiment pas croire que le gouvernement est sous la défensive. Pas du tout. Hein, parce que, et d'ailleurs, on l'a rappelé suffisamment, il y a des enquêtes qui avaient été menées, il y a d'autres personnes qui ont été sanctionnées. Alors, si par la suite, on a remarqué qu'il y a des personnes qui auraient commis des crimes et qui n'ont pas été sanctionnées, alors le gouvernement prendra ses responsabilités. Alors, il faut le faire. C'est pour ça que je vous dis, dès lors qu'il y a le rapport analytique qui est à publier, il faut le soumettre au gouvernement pour que le gouvernement fasse ses observations. Le gouvernement aurait dû faire ses observations avant la publication. Peut-être qu'ils l'ont envoyé. Est-ce que le gouvernement a été inerte avant la publication? Mais on aurait dû faire un rappel au gouvernement pour que nécessairement, pour respecter le terme de l'accord de siège, on ne publie pas avant que le gouvernement ne fasse ses observations. Ça, c'est vraiment capital. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le bureau ici ne doit pas se comporter comme un bureau dénonciateur. Non, pas du tout. C'est un bureau qui coopère avec le gouvernement, qui conseille, qui assiste le gouvernement dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Et comme le dit l'accord de siège, il agit avec discrétion. Est-ce que vraiment, pourquoi le bureau se complaît à une publication ou dénonciation? Ce n'est pas par cette façon-là que vous allez promouvoir ou protéger les droits de l'homme. Non, en rappelant le gouvernement, il y a plusieurs canaux pour rappeler au gouvernement à ses responsabilités et non pas donner l'impression qu'on veut faire une grande publicité sur un gouvernement qui ne respecterait pas les principes fondamentaux. Est-ce que cette question n'est pas une véritable peau de banane quand on sait que la République démocratique du Congo a signé les accords d'Addis Abeba qui remettent un peu en question la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo? On a évoqué notamment dans le dernier rapport publié par le Bureau des Nations Unies, les violences sexuelles, les décès en détention par exemple. C'est des points sur lesquels on devrait se pencher un peu plus. Et non, pas du tout. Vous avez, je crois que les engagements d'Addis Abeba, la République démocratique du Congo les a accomplis. Et d'ailleurs, sur ces questions des violences sexuelles, il y a eu un jugement à l'est de la République démocratique du Congo, mais on n'a pas trouvé mieux que de contester même les décisions judiciaires qui ont été prises. C'est quand même terrible. Alors, il faut qu'on sache ce qu'on veut. À chaque fois qu'on veut traduire les gens en justice, il y a un problème, et quand le tribunal rend ses décisions, on conteste même les décisions judiciaires. Mais il y a un problème. Alors finalement, on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, par conséquent, je crois que sur ce plan, le gouvernement va rester, savoir raison garder et maintenir le sang-froid, parce que nous refusons totalement d'obtenir de se conformer aux injonctions qui viendraient de l'extérieur. Ça, c'est nullement, nous n'acceptons pas du tout. Et encore moins les Nations Unies. Il ne faut pas qu'on croie que les Nations Unies sont devenues... Tous ces derniers temps, le débat a quand même tourné à un certain moment autour de la fin de ce mandat. Voilà, il fallait reformer ce mandat des Nations Unies, de la MONUSCO notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question qui revient à l'ordre du jour? Est-ce qu'il faudrait réfléchir une fois de plus? Vous voulez faire la
liaison avec l'affaire Scott Campbell, pas du tout. Comme je vous ai dit, c'est le comportement d'un individu qui a été sanctionné. Le bureau reste là. Ce que nous demandons aux Nations Unies, c'est de désigner une autre personne qui viendrait remplir sa mission, conformément d'abord au mandat tel qu'il est défini par l'Assemblée générale des Nations Unies, et en même temps, conformément à l'accord de siège que nous avons signé. Et dans le cas où Ban Ki-moon ne pensait pas mandater quelqu'un d'autre, puisqu'il a réitéré sa confiance à Scott Campbell, quelle serait l'attitude? Vous croyez vraiment que Ban Ki-moon va imposer Scott Campbell à la République démocratique du Congo? Mais ce serait la meilleure. Pas du tout. Ils ne sont pas sous tutelle de Ban Ki-moon, malgré tout le respect que je lui donne en tant que secrétaire général des Nations Unies, mais il n'appartient pas au secrétaire général des Nations Unies. Plus loin, le Conseil de sécurité. Parce que même son représentant spécial ne peut travailler en République démocratique du Congo qu'avec l'accord de la RDC. A fortiori, le responsable du bureau du haut-commissaire. Il n'est là qu'avec notre agrément, conformément à l'accord du siège que nous avons signé. Et si nous estimons qu'il ne respecte plus le contenu de l'accord du siège, inévitablement... Est-ce que ça pourrait amener justement à remettre en cause, par exemple, le mandat du bureau lui-même? Non, pas du tout. Là, nous sommes membres des Nations Unies, et encore que le bureau nous aurait pu le faire, hein. C'est ça aussi. Mais vous comprenez, la présence de ce bureau est quand même utile à la RDC. Dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Et surtout, vous avez vu, dans le respect, par exemple, du droit international humanitaire, moi-même, j'étais ministre des droits humains et j'en sais quelque chose. J'ai travaillé en une étroite coopération avec le bureau du haut-commissaire. Aucun problème ne s'est posé. Et même quand il y avait des problèmes suffisamment graves. Est-ce que le fait de publier ces informations aide le gouvernement à améliorer la situation des droits de l'homme ou le contraire? Mais le but de la publication, c'est ça, justement. Mais à condition qu'on ait soumis ces rapports au gouvernement et que le gouvernement ait fait ses observations. Parce que la manière dont le haut-commissaire glane les informations n'est pas nécessairement la meilleure. Il y a parfois des informations qui ne sont pas du tout fondées. Et c'est pour ça que le gouvernement doit réagir par rapport à ces informations-là. Et c'est après seulement qu'on puisse publier. Alors si le secrétaire général des Nations Unies ou même le haut-commissaire ont cautionné la publication de ce rapport sans en donner le contenu au gouvernement pour que celui-ci fasse ses observations, alors il y a un problème. C'est ça la question. Alors, mais je vous dis sincèrement qu'il y a une accumulation de reproches que nous faisons à Scott Campbell, que je connais très bien d'ailleurs, mais monsieur très bien, jovial, tout et tout, mais ici, nous gérons un État et nous n'avons pas nos responsabilités en tant que responsables, donc par conséquent, moi je ne m'étonne pas, parce que j'ai été averti il y a 2 ans, le représentant spécial du secrétaire général sur son comportement, et quand je l'ai entendu l'autre fois sur RFI en train d'attaquer vertement le gouvernement, alors qu'il a même une obligation de retenue, comme le dit très bien, il doit travailler en toute discrétion, alors là il dépasse les bornes. Et là, nous ne pouvions pas ne pas en tirer les conséquences. Alors, Scott Campbell a quitté le sol congolais depuis le week-end dernier. Il y a eu un courrier officiel par rapport à ça? Mais écoutez, quand on déclare persona non grata à quelqu'un, écoutez, mais de toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de justification lorsqu'on déclare quelqu'un persona non grata. Le gouvernement n'a pas à se justifier. Pas du tout. Voilà. Nous allons parler de la deuxième question d'actualité, Léonard Chéo-Kitundu. Je l'ai dit, elle concerne l'affaire CPI contre Jean-Pierre Bemba à La Haye. Le dernier événement, c'est donc la liberté provisoire accordée aux accusés dans l'affaire de subornation des témoins, notamment Fidel Babala, député du mouvement de libération du Congo. Victoire pour eux que d'avoir obtenu cette liberté provisoire, hein, une chose qui n'est pas très facile pour les détenus de la CPI. Fidel Babala qui pourtant est peut-être lui aussi déclaré persona non grata au Congo alors qu'il est député national ici. La République démocratique du Congo n'est pas prête à le recevoir pour ses libertés provisoires. C'est une question qui a alimenté longtemps le débat, en tout cas au moment où la question a été soulevée à la CPI. Pourquoi? Bon, écoutez, là, moi, je m'en réfère carrément à la Cour pénale. Moi, je fais seulement un constat, c'est qu'effectivement, il y a une décision de liberté provisoire qui a été prise, hein, c'est tout à fait clair, parce que, d'après la Cour, la détention devenait disproportionnée parce que le temps qu'ils ont passé là-bas a permis à la Cour d'obtenir les informations nécessaires qui permettent d'établir la vérité. Donc, et puis, comme vous savez, en principe, dans un état de droit, le principe, c'est la liberté et la privation de liberté, l'exception. C'est justement à cause de cela, effectivement, que cette mesure de liberté provisoire
a été prise par la Cour. Donc là, il y a une administration de la justice tout à fait normale. Mais bon, ce que nous apprenons, c'est que effectivement, pour obtenir cette liberté provisoire, il faut justement être accepté par les pays. Non seulement être accepté, mais que toutes les dispositions soient prises pour que la personne... Que les garanties soient données. Voilà, soient données pour que la personne réponde à la Cour quand elle a besoin de l'entendre. C'est toute la question. Alors, c'est peut-être là le problème. Qu'adviendrait-il, peut-être, ça c'est mes commentaires personnels, qu'adviendrait-il par exemple si, à un moment donné, le gouvernement n'avait plus le moyen de faire en sorte que la personne en question puisse répondre devant la Cour quand celle-ci a besoin. Parce que la République démocratique du Congo n'est pas en mesure aujourd'hui de mettre un cadre de sécurité de manière à ce que Fidel Babala... oui, bon, mais écoutez, moi je ne sais pas encore. Le transfèrement a été fait de Kinshasa. Il est vraiment difficile pour moi de me prononcer en toute connaissance de cause sur la question, mais tout ce que je sais, ce que j'ai appris que... Vous êtes élu, hein, vous êtes parlementaire, tout à fait. Il est élu comme vous, député national. Sur ce plan, nous sommes solidaires, c'est tout à fait clair, et il doit bénéficier de tous les droits qui sont reconnus aux parlementaires. Mais ce que je sais, c'est que le procureur, semble-t-il, a fait un recours contre cette décision. Et puis, on attend que l'effet suspensif soit accordé ou pas. Donc, on suit l'affaire de très près. Mais en tout cas, s'il y avait quelque chose à faire de notre côté, en tant que parlementaire, on le fera. Ok. Et justement, puisqu'on parle de cette affaire, certains entrevoient peut-être une issue heureuse de ce procès Jean-Pierre Bemba. Est-ce que ça aurait une implication sur la politique du pays? Nous sommes à quelques années, je pourrais dire 2 ans, moins de 2 ans des élections présidentielles par exemple. Jean-Pierre Bemba, sénateur, mais également candidat malheureux aux élections 2006. Est-ce qu'il y aurait une implication sur la politique du pays? Bon, laquelle moi je ne sais pas. Un danger pour la majorité présidentielle, que certains accusés de politiser un peu ce procès à la haie, de tirer les ficelles? Non, pas du tout. Encore une fois, je tiens à rappeler que la présence de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale n'est pas due à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce sont des faits qui ont été commis dans un pays étranger et c'est pour cela, n'est-ce pas, qu'il a été obligé de répondre devant la Cour. Mais la RDC, tu sais, tout ça, ces spéculations dans cette affaire, à qui profite le transfèrement de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Je crois qu'il faut, à mon avis, c'est que des simples spéculations auxquelles il ne faut pas donner l'importance. Mais non, Jean-Pierre Bemba ne représente pas un danger aujourd'hui pour la majorité présidentielle. Mais quel danger? Je crois qu'on a eu pour la prochaine législature. On a eu à compétir avec lui ici à plusieurs reprises. Donc moi, je ne vois pas du tout. C'est à la majorité. Les enjeux sont différents, le contexte aussi. La majorité de prendre ses responsabilités pour que c'est notre ambition. Une fois que vous êtes au pouvoir, il faut tout faire pour conserver le pouvoir, mais démocratiquement. Donc effectivement, c'est le peuple qui va trancher. Voilà. Voilà, on va terminer ce magazine peut-être par une question, une petite question de curiosité sur l'après-concertation nationale. Ça fait 1 année aujourd'hui que ces assises se sont déroulées ici. Qu'en est-il de l'application des recommandations? Vous pensez qu'on va dans le bon sens? Dans le bon sens. Je crois que le chef de l'État a eu à s'expliquer là-dessus. Généralement, quand on prend certaines décisions, entre le moment où on prend certaines décisions et leur application, il se passe parfois certaines choses qui doivent être prises en considération parce que ça influe effectivement sur l'application de ces décisions. Je crois qu'on en est là. Mais en tout cas, moi je fais confiance au président de la République qui a pris l'engagement effectivement de respecter les promesses faites dans le cadre des consultations nationales. Et comme il a dit, ces décisions seront appliquées, mais pas dans la précipitation. Je crois qu'il est la personne la mieux informée. Le temps n'est pas toujours un élément, un allié en notre faveur. Non, mais écoutez, le chef de l'État est la personne la mieux informée de la République, parce qu'il a tous les canaux, donc il a des éléments d'appréciation dont nous ne disposons pas.
Donc il est question aujourd'hui de lui faire confiance. Merci beaucoup Léonard Tchéo-Kitundu, c'était un plaisir de vous recevoir pour ce dossier de la rédaction. Mesdames, Messieurs, vous avez certainement apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois. Nous avons parlé, je vous le rappelle, de l'affaire Scott Campbell essentiellement, mais aussi de la question de la liberté provisoire accordée aux accusés dans la question de subornation des témoins, affaire Jean-Pierre Bemba contre CPI. Je vous retrouve très bientôt. Excellente soirée ou journée chez vous en compagnie de B1 Télévision. Au revoir.